Capitalisme et liberté. Alors vous ne le savez peut-être pas, mais ce débat aurait pu s'appeler aussi la grande peur des mal-pensants. Pourquoi les populistes sont populaires? Car les intervenants qui sont là ont tous, dans le monde plutôt intellectuel, réfléchi et écrit sur les transformations très importantes que nous connaissons dans le monde. Alors, j'allais dire dans le monde intellectuel, sauf l'un d'entre eux, vous le verrez quand je vais les présenter rapidement, puisqu'il est représentant du MEDEF italien. Alors, avec nous ce soir pour parler de capitalisme et de liberté, de montée des populismes, Monique Cantos-Perber, qui est philosophe et auteur d'un livre, son dernier livre, La fin des libertés ou comment refonder le capitalisme, qui a... Le libéralisme, pardon Monique. David Goodhart, qui est à l'extrême droite, mais ce n'est pas forcément sa position extrême, qui est écrivain et journaliste britannique, auteur de The Road to Somewhere, The New Tribes Shaping British Politics, qui a fait donc ce livre qui parlait des Anywhere et des Somewhere. On en parlera avec lui parce qu'il a fait pas mal de bruit, notamment à l'occasion de la crise des Gilets jaunes en France, où on a pu reprendre le même type d'analyse. C'est un ancien correspondant du FT en Allemagne notamment. À ma gauche, Géraldine Schwartz, qui est essayiste franco-allemande, qui a écrit un livre qui s'appelle Les Amnésiques et qui parle évidemment du devoir de mémoire, notamment suite à un passé dont elle pourra dire un mot sur l'Allemagne, mais qui est également quelqu'un qui écrit sur la question de la démocratie dans la période que nous traversons. Et à ses côtés, Mathieu Bock-Côté, qui est un essayiste québécois, chroniqueur et blogueur pour le Journal de Montréal, qui a, vous le verrez, des positions assez tranchées sur le souverainisme, mais on en parlera. Et enfin, représentant du MEDEF italien, la Confindustria, Vincenzo Boccia, qui est le président donc, de la Confindustria, qui nous a rejoint et qui nous parlera de l'Italie, évidemment, dans la période actuelle. Alors, notez que M. Boccia parlera en italien, donc vous avez un casque de traduction, et que David Goodhart parlera en anglais, mais nous allons animer le débat en français, comme c'est la règle au MEDEF. Et sans plus attendre, je voudrais donner tout de suite la parole à Monique Cantos-Perber pour nous dire effectivement, est-ce que nous sommes dans une période, un cycle de fin du libéralisme? Est-ce que le libéralisme, le capitalisme tel que nous l'avons connu, pourrait mourir? Est-ce que c'est une question qui aujourd'hui est sur la table? Et qu'est-ce que vous en pensez? Merci à tous. Il y a un brouhaha. On va essayer de se rendre assez intéressant pour attirer l'attention. Que le libéralisme, en tout cas, soit à un moment charnière de son histoire, ça j'en suis convaincue. Le libéralisme, jusqu'à présent, a d'une certaine manière réussi cette extraordinaire conciliation des libertés, liberté individuelle, liberté économique, liberté politique, dans des États où le but, enfin les États libéraux européens en particulier, le but était la croissance, mais une croissance qui était censée donner à chacun de véritables moyens de sa liberté. L'éducation étant évidemment le premier d'entre eux. Donc une croissance dont l'idéal était d'une certaine manière la progression et la cohésion de la société dans son ensemble. Or, on assiste aujourd'hui, et c'est en quoi la période est charnière, d'abord à une transformation de l'exercice du pouvoir libéral. On voit une présence de plus en plus forte de la technocratie, une diminution de la participation politique, une augmentation donc de l'abstention. Bref, une concentration de la décision politique. Comment pourrait-il en être autrement? Les enjeux planétaires, climatiques, le terrorisme sont tels que ça exige des décisions qui n'ont pas le temps d'être concertées avec des contre-pouvoirs, consultation des autorités indépendantes dans la grande tradition du libéralisme politique. Donc d'une certaine façon, le libéralisme politique, qui est vraiment le bastion du libéralisme, son cœur, entre dans une période où il lui faudra sans doute revoir certains de ses principes. Mais le libéralisme économique aussi, parce que le libéralisme économique fondé sur la liberté économique et le pari que toutes les libertés pouvaient être conciliées, se trouve face à une difficulté de plus en plus grande. D'un côté, des tendances qui sont marquées à une certaine forme de dérégulation,
à des phénomènes de constitution de monopole, de volonté d'emprise, enfin dans le domaine numérique c'est particulièrement clair, et par ailleurs à une volonté également, à une recherche de régulation, même à une aspiration de régulation, parce que la question clé du libéralisme, c'est autant la régulation et les règles collectives de fonctionnement que les libertés. Plusieurs cas particuliers montrent à quel point ce dilemme aujourd'hui est devenu aigu. On a affaire à des États qui sont incroyablement puissants économiquement, comme la Chine, par exemple, et qui sont ni libéraux économiquement, ni libéraux politiquement, semblant, du moins en surface, réfuter la certitude que, pour finir, les seuls États véritablement en croissance étaient des États qui reposaient sur la liberté parce qu'elle est condition de l'innovation, de la circulation de l'information, de la capacité de dynamiser des sociétés entières. Mais de notre côté, on constate en Europe des modes de gouvernement qui, après avoir quitté le communisme, deviennent de plus en plus autoritaires et on pourrait même dire populistes. C'est le cas en Hongrie, c'est le cas en Pologne, c'est-à-dire des gouvernements qui, d'une certaine façon, homogénéisent complètement la société. Il n'y a plus une société diverse avec des conflits d'intérêts. Il y a un peuple homogène, une seule voix. Et évidemment, ces gouvernements se présentent comme les porte-paroles de cette voix unique. C'est ce face-à-face entre un chef et son peuple est d'une certaine façon une caractéristique du populisme. Et ça va de pair avec la diminution des autorités indépendantes, la diminution des droits de la presse, ou en tout cas la volonté de contrôler la presse par des groupes économiques affidés au pouvoir, et la disparition plus généralement de tous les contre-pouvoirs. Alors la question que posent ces gouvernements aujourd'hui, c'est qu'on se dit, mais quand même, économiquement, ils sont très prospères. La Pologne a une croissance qui est une des meilleures d'Europe, la Hongrie, c'est pas mal aussi, et on se demande si, au fond, le libéralisme économique n'est pas beaucoup plus efficace sous un gouvernement qui a des tendances en quelque sorte autoritaires. En ce qui me concerne, je pense que non, et c'est la raison pour laquelle, du moins tant qu'on reste dans une structure démocratique. Pourquoi ? Parce que tous ces gouvernements ont besoin de chercher des affidés, d'avoir une clientèle, donc d'avoir nécessairement des groupes économiques ou des secteurs qu'ils vont favoriser par rapport à d'autres, lesquels profiteront d'une situation de quasi-monopole, introduiront des formes de corruption. Et on arrive très vite à une pathologie complète du libéralisme économique qui finit par être dommageable à la croissance. D'autant que les gouvernements populistes, quand ils restent dans un cadre démocratique et doivent se présenter devant des électeurs, multiplient avant les élections des formes démagogiques d'économie, augmentent les déficits, abandonnent toute espèce de prudence ou de rigueur monétaire, pour ceux qui sont encore souverains sur leur monnaie, et qui inévitablement amènent des difficultés économiques majeures. Donc, en dépit des évolutions que l'on constate, aussi bien avec l'émergence de pays qui sont des puissances économiques mais qui ne sont pas des pays libéraux, que dans ce qu'on observe dans certains pays européens, comme une apparente compatibilité entre un populisme et un libéralisme économique, je crois qu'aucun de ces deux exemples n'est concluant, en particulier pas le second, parce que ce ne sont pas des formules qui, au sein du libéralisme, pourraient être des sources de renouveau. Donc il faut trouver autre chose, et c'est sur ça que je voudrais conclure, parce qu'il faut revenir à cette compréhension fondamentale de la liberté. La question que vous posiez dans la première formulation du titre de notre table ronde, c'était pourquoi le peuple vote pour les populistes. Cette question est absolument essentielle. Pourquoi tant de gens votent pour les populistes ? Pourquoi, en 2015, aux élections régionales, ceux qui ont voté pour Marion Maréchal Le Pen et pour Marine Le Pen, dans les deux régions où elle se présentait, étaient pour 30% des jeunes de moins de 25 ans. C'est une question décisive. S'ils votent pour elle, c'est parce qu'ils n'ont plus d'espoir, ils n'ont plus de perspectives concrètes, que les gouvernements qui ont été essayés jusque-là, en particulier en politique économique, donnent les conditions d'un développement social, donc les conditions d'une véritable liberté d'agir, d'une forme d'empowerment ou d'agency, comme on dit aujourd'hui, en utilisant ces termes anglais, bref, la capacité d'être des acteurs du devenir social. L'expérience
majeure qui explique le vote en faveur des populistes, c'est une expérience de relégation, d'abandon, qui peut d'ailleurs aller de pair avec des arguments tout à fait rationnels sur les insuffisances des gouvernements libéraux qui ont dominé jusqu'à présent, mais qui, pour la plupart d'entre eux, expriment un terrible malaise et une impossibilité de se reconnaître dans une société qui ne laisse pas de véritables chances d'expression et de promotion aux plus démunis. La faillite des politiques éducatives en France, où l'éducation est le secteur où on dépense, un des secteurs où on dépense beaucoup, qui est totalement sous la mainmise de l'État et où les inégalités sont plus criantes que tout le reste de l'Europe, est quand même une question majeure. Et elle est en partie aussi une réponse à la faveur du vote populiste. Merci beaucoup, Monique Cantos-Pervers, d'avoir posé très clairement la problématique. Et puis merci, j'ai vu Geoffroy Roux de Bézieux réagir, d'avoir crevé l'abcès de dire effectivement que cette table ronde, c'est pas seulement pour parler en théorie de capitalisme et de liberté, mais je crois qu'elle a été souhaitée. Je voudrais d'ailleurs saluer en cela le travail de cette université d'été, parce qu'il y a une forme d'ouverture, en tout cas à des sujets qui ne sont pas forcément traités facilement dans ce type d'instance. Alors je voudrais justement passer du coup la parole à Géraldine Schwartz tout de suite, parce que au-delà du livre que vous avez écrit et qui parle du passé nazi dans votre famille et donc d'une expérience qui vous est à la fois personnelle, on vit une période aujourd'hui, effectivement, où on se pose la question, est-ce que la démocratie va survivre? Et on aurait peut-être pu débattre avec des populistes, mais ce que j'aimerais, puisqu'il n'y a pas Marion Maréchal, Marion Maréchal qui a été invitée, qui est présente à cette table ronde. En revanche, on sait qu'il y a eu un débat, elle a été invitée puis désinvitée suite à un débat dans les médias et politiques. Vous avez fait une tribune dans Le Monde pour regretter finalement qu'on ne puisse pas échanger argument contre argument. Qu'est-ce que vous dites finalement dans cette période-là? Comment on peut affronter cette période de montée des populismes? Bonjour à tous. Alors effectivement, j'aimerais revenir un petit peu à la question originale du podium, qui est pourquoi autant de citoyens votent populistes. J'ai écrit un livre qui s'appelle Les Amnésiques, qui retrace le travail de mémoire de ma propre famille franco-allemande et de l'Allemagne en général et de la France. Et j'en tire la conclusion que l'Allemagne a construit sa démocratie sur le travail de mémoire, en réussissant, à travers le travail de mémoire, à responsabiliser le citoyen, c'est-à-dire à lui faire prendre conscience qu'il a un rôle à jouer dans l'histoire, qu'il n'est pas seulement une victime, mais qu'il peut, s'il sait s'organiser collectivement, si on lui donne aussi les moyens de participer et de s'exprimer, il peut avoir un réel impact. Et j'ai constaté au fur et à mesure de mes recherches que ce travail de mémoire, donc qui permet de responsabiliser le citoyen, n'a pas été réalisé dans la plupart des pays européens pour la bonne raison, simple et bonne raison, que les crimes nazis sont évidemment pas du tout comparables aux autres crimes commis par les autres États européens. Mais j'ai pensé que c'était une voie intéressante, une piste intéressante pour, à mon sens, apporter quelque chose qui manque et qui explique peut-être le succès du vote populiste et qui est l'éducation politique. C'est-à-dire que dans une démocratie, le pouvoir appartenant théoriquement au peuple, eh bien, il faut que la population, que le citoyen soit capable de discernement et soit capable de comprendre en fait le politique. C'est un exercice qui n'est pas facile et ce n'est pas quelque chose d'inné. Donc il faut l'apprendre. Il se trouve qu'en Allemagne, moi je vis à Berlin, en Allemagne il y a des fondations, et là je profite de ce cadre du BDEF justement pour parler de fondations qui sont financées aussi par des entreprises, où les entreprises allemandes rendent en fait à la collectivité en finançant des fondations éducatives, qui reste quand même neutre. Enfin, moi, j'ai fait l'expérience de la neutralité. Par exemple, la Volkswagen Stiftung, la Stiftung de Volkswagen, tous les ans, renfloue les universités, les bibliothèques universitaires avec des livres. D'autres fondations vont promouvoir l'éducation d'enfants venant de familles d'immigrés. Ce que je veux dire par là, c'est que l'éducation politique en Allemagne est organisée au niveau fédéral comme régional,
et explique, à mon sens, pourquoi la démocratie est mieux ancrée en Allemagne de l'Ouest que dans d'autres pays, comme par exemple l'Italie ou la France. Et ce qui explique aussi pourquoi, jusqu'en 2017, aucun parti extrémiste était présent au Parlement allemand. Alors ça a changé depuis 2017 pour plusieurs raisons, et une de ces raisons, c'est que l'Allemagne de l'Est, qui, elle, n'a pas eu cette éducation politique, qui, elle, n'a pas fait ce travail de mémoire, vote 3 fois plus le parti d'extrême droite AfD qu'à l'Ouest. Donc c'est un petit peu en fait l'approche de mon livre, c'est à travers ça en fait donner quelques clés pour éduquer le citoyen de manière politique, mais aussi pour lui apprendre à identifier les méthodes utilisées par les populistes. Parce que si les populistes ont autant de succès aujourd'hui, c'est aussi parce qu'ils exploitent, comme Monique Canto-Sperber l'a évoqué, ils exploitent un sentiment d'impuissance, un désarroi, une crise identitaire. C'est une situation que moi je trouve assez similaire à la situation en Allemagne dans les années 30. C'est une comparaison qui est souvent critiquée, parce qu'on prétend que l'histoire ne se répète pas. En revanche, ce qui se répète, ce sont les mécanismes psychosociologiques qui portent un individu, des individus ou une société à se rendre complice de régimes ou de doctrines criminelles. Et ces mécanismes psychologiques, ils sont assez simples. C'est à partir du moment où on est frappé par une crise identitaire, dans le cadre notamment de la globalisation, eh bien, il suffit de se présenter comme un parti qui comprend la volonté du peuple, qui comprend les craintes populaires, et qui se présente comme le seul, en fait, le seul capable de sauver le peuple pour être écouté, quel que soit finalement le discours. Voilà. Et parmi aussi ces méthodes de manipulation, je dirais, elles sont vieilles comme le monde. J'ai juste envie de citer un livre, 1895, Gustave Le Bon, La psychologie des masses, qui devrait d'ailleurs, je pense, être enseigné dans les écoles aujourd'hui. Gustave Le Bon, à l'époque déjà, donne une espèce de mode d'emploi, comment manipuler les masses. Et dans ce mode d'emploi figure notamment brouiller la frontière entre le vraisemblable et l'invraisemblable. En brouillant les frontières entre le vraisemblable et l'invraisemblable, donc là je fais référence aux fake news, aux théories conspirationnistes ou aux mensonges, eh bien, comme disait Hannah Arendt, ce n'est pas que les citoyens croient en ces mensonges, mais ils ne croient plus en rien. Et une population qui ne croit plus en rien est très facilement manipulable. Merci beaucoup de ce témoignage, Géraldine Schwartz. On reviendra, j'espère, si on a un peu de temps, mais on a un panel très riche. Alors, sa caractéristique, c'est effectivement d'être aussi assez européen. Et nous avons la chance d'avoir avec nous David Guthart, qui a écrit donc ce livre, The Road to Somewhere, qui peut faire penser, dans une vision peut-être simpliste et un peu binaire, à la France périphérique de Christophe Guilluy, le géographe, qui avait analysé donc, la France dans la division politique finalement par l'éloignement des métropoles-centres, entre les gens qui sont riches dans les métropoles, éduqués, et les gens qui sont dans les périphéries. Alors, il a analysé le cas britannique en évoquant les anywhere, ceux qui sont de partout, et les somewhere, ceux qui ont une identité qui s'ancre quelque part, et c'est une analyse assez intéressante aussi de ce qui s'est passé avec le Brexit. Alors David, on a une actualité particulière en plus aujourd'hui par rapport à notre débat, c'est que le Parlement britannique est suspendu par son Premier ministre, qui est un exercice assez inédit. Au-delà de ce que vous, en tant que journaliste, vous pensez de la situation politique actuelle en Grande-Bretagne, est-ce que le Brexit est finalement a été le début d'un cycle, c'est un peu ce qu'on se disait tout à l'heure, d'un cycle peut-être nécessaire, dites-vous, pour rebalancer la politique, parce qu'il y avait peut-être un excès de confiance des anywhere, et qu'on avait oublié de dialoguer et de parler de la vie que vivait et que voulait vivre
les somewhere. Vous allez parler en anglais. Ok, merci Philippe. Je suis désolé, il faut que je parle dans la langue de Boris Johnson. It is rather extraordinary what is happening in Britain, but we have spent 3 years failing to resolve our internal argument, leave alone any negotiation that we might eventually have with the EU. So perhaps in a funny sort of way, we need the kind of crazy guy in the corner of the room to try and resolve our self-imposed problem. He certainly started with a pretty dynamic effort in the last few weeks, and actually one of the interesting things he did 2-3 days after he was elected leader of the Conservative Party, he went up to Manchester and he made a speech in which he talked about infrastructure, and because Boris Johnson has the great advantage of being hugely underestimated. Everybody thinks that he's a clever guy, but basically a buffoon, a funny man. Well, what we forget is that he is something very rare in British politics, very common in America, pretty common in Germany. He comes from local government. He actually ran London for 8 years, adequately, not brilliantly, but adequately. So he sat in a lot of committee meetings talking about planning, talking about roads, talking about infrastructure, talking about schools. So he does actually know what he's talking about on a lot of things. And when he was in Manchester, he talked about how the Brexit vote, he acknowledged the truth, I think, that the Brexit vote was at least as much a vote against London as it was a vote against Brussels. And this is obviously something that is going to change British politics. The Conservative Party is going to have to, having become the Brexit party, it is going to have to become a much more working class party, a much more blue collar party. So our politics is being reshaped. I also think it's true, if you look at the kind of bigger picture of populism, it's also true that the most dramatic populist events, Brexit and Trump, have not happened in continental Europe, well, with the partial exception perhaps of the Italian government, because actually in much of continental Europe the populist forces have been absorbed by proportional representation systems. They've been in the political system. They've even been in governments in 6, 7, 8 European Union countries. And the general trend, not everywhere, it's true, but the general trend has been towards moderation. They come up against the realities of life and they become more sensible. And I think that is also an argument for why Marianne Maréchal should have been invited here tonight. I remember last summer being at the Ambrosetti conference in Lake Como, where the Italian elite gather, and as I was checking into my hotel room, standing next to me was someone who was even taller than me, turned out to be Geert Wilders, who was participating in the conference. In fact, he's been going for several years, and it's a really good thing. You've had Steve Bannon debating with the editor of The Economist. Let's talk to these people. We'll discover that they aren't monsters. Well, some of them may be monsters. On the whole, they are not monsters. They speak reasonably good sense on some issues. And I think if these people had been at our conferences 15 years ago, we might not be in the mess of political alienation that we find ourselves in Europe. Because we have a major conflict. I don't think it is so much between politics and economics. It's between democracy and various forms of equality and inequality. You know, democracy, the extraordinary political equality that democracy gives. We all have one vote. We are all equal citizens. And yet we're all hugely different in our aptitudes. We're hugely different in our wealth. We're hugely different in our status. And I think populism is really a reaction against the enormous disparities in status and recognition across our societies, particularly as they have become more stratified by education. The brilliant American political scientist Daniel Bell wrote a brilliant predictive book back in the early 1970s called The Coming of Post-Industrial Society, and he saw how disruptive this was going to be to traditional ideas of status and respect and recognition. The fact that we were going to have, with the enormous expansion of higher education, which was just
just beginning, was already quite far advanced in America, was only just beginning in Europe. We had a single funnel in a educationally stratified society. You have a single funnel to status, to entry into the cognitive class, which is more or less what I call the anywhere class, the top 25, 30% of the country who tend to be highly educated, tend to be mobile, tend to value openness and autonomy, tend to have what I call achieved identities. Their sense of themselves comes from passing exams, going to good universities, having more or less successful professional careers, which means that people with achieved identities can fit in anywhere. They're comfortable with rapid social change. But most people aren't like that. Even now, in our liberal societies, most people are quite rooted in the places they live. They tend to stay within 20 or 30 miles of the place they were born, and they value security and familiarity, and they often have very strong group and place attachments. And rapid social change is often seen as loss. And I think the vote for populist parties and Brexit and Trump all reflect the same basic trend, which is, I think, a completely legitimate attempt to rebalance our politics, to sort of correct the domination of the anywhere classes of the last 25 years or so. I mean, you just look at, and Thomas Piketty describes the Brahmin left and the merchant right in our societies. Well, pretty well all of our governments in rich Western countries in the last 25 years have been run by a combination of those two groups. And if you look across the range of policy, what have we been supporting? A knowledge economy. A knowledge economy works in the interests of those with very high levels of education. Look at what's happened to so many ordinary jobs. The reduction in status of so much non-graduate employment is a real status problem for many people, particularly men who are doing middle income, middle status jobs in the old industrial economy. We have a fetishization of mobility. If you want to get on in society, you've got to get out. You've got to move from the périphérique and go to France d'en-haut. Lots of people don't want to move, even if they were capable of doing well educationally. We've massively opened our economies to trade. We've massively opened our societies on the immigration front. We've created educational meritocracies. And I call it the 15-50 problem. When 15% of your classmates or schoolmates or even people from the same town as you go to university and you don't, it doesn't really matter. You go and work in a local office or factory and life continues. If 45 or 50% of your peers go to university and you don't, it's completely different psychologically. Nobody in the Brahmin left or the merchant right seems to have given very much thought to this. We've created a technocratic legal politics that is simply not accessible to many of our citizens. All of these things together, we've expressed the dominant anywhere political class has expressed contempt often for the small c conservatism of very large minorities, if not majorities, of our fellow citizens. And they have used democracy to push back. And I think that's completely legitimate. There are some ugly faces to populism, but much of populism, when it's in power, it tends to be moderated by experience. And the challenge for us now is to how we find a new equilibrium. We had the over-domination of anywhere liberalism for 25 years. We've now had a pushback from the populists. We've got to find a new equilibrium. We've got to find politicians and policies and a form of politics that creates a kind of bridge between the liberals and the small c conservatives, if you like, to put it simply. And we're still very much in the foothills of doing that. I think in some ways it's harder. If we describe I'll finish in a sec. If we describe our politics now as much more socio-cultural than socio-economic, then the trouble with that is, I think it's true, our politics has become much more about security and identity issues, much more cultural and psychological in a way than economistic. The Remain people in the Brexit campaign were still fighting on the old kind of liberal economism argument. You're going to be £25 a year
poorer if you vote for Brexit. Well, you know, politics is about the heart, not just the head. And actually, we do need a rebalancing. We've, I think, overesteemed cognitive ability in our societies, and that's drained away respect and esteem from manual technical aptitudes, caring aptitudes, and we are going to have to esteem those things better because the knowledge economy, final point, the knowledge economy turns out not to need very many knowledge workers. You know, you've probably been having lots of seminars about artificial intelligence and so on. I mean, in a couple of decades' time, all of those jobs that the expansion of higher education has been producing, the middling and lower cognitive jobs, they're not going to be there. They're going to be done either in the Philippines or by machines. So we're going to have to start valuing other things. And I think that gives us the possibility of creating bridges across the value divides in our society. Thank you. Thank you. Merci, David. Le temps nous est malheureusement compté, mais ce n'est pas moi qui ai pris le plus de retard, hein. Mathieu Bock-Côté, jusqu'où peut aller cette insurrection populiste? On la voit partout. On vient de dire avec David, je ne sais pas si vous êtes d'accord, que c'est un cycle, effectivement, pour rééquilibrer peut-être un excès de libéralisme. Est-ce que c'est votre vision et comment est-ce qu'on peut trouver un nouvel équilibre, effectivement? Alors, je dirais, cette insurrection populiste, et c'est le bon terme, je crois, correspond, on aurait dit autrefois, même si le terme est connoté très particulièrement en France, une crise de régime. C'est-à-dire les institutions démocratiques qui sont les nôtres peinent de plus en plus à représenter une partie significative du corps électoral, à traduire politiquement de manière légitime des aspirations populaires et plus largement des aspirations politiques comme si elles étaient symptomatiques de quelque chose d'inquiétant. Donc je pense qu'il nous faut globalement, et ça c'est vrai je dirais de votre côté de l'Atlantique comme du mien, nous peinons à bien comprendre, me semble-t-il, le phénomène populiste. Voilà pourquoi ce que je vous propose de faire, en fait, dans les prochaines minutes, c'est une critique de la critique du populisme. Une critique de la critique du populisme, c'est-à-dire, bon, fondamentalement, je crois que notre appareillage conceptuel, les outils conceptuels qu'on utilise pour penser le phénomène populiste sont globalement inefficaces et très souvent contre-productifs et assez fréquemment aussi mauvais. Premier élément qui me semble essentiel, il devrait être généralement, sauf exception, et l'exception ne se présente pas si souvent, nous devrions utiliser une forme de moratoire sur les références à la Deuxième Guerre mondiale lorsque vient le temps de parler de nos adversaires politiques. On peut penser le plus grand mal des partis que l'on dit populistes et qui ne se présentent pas toujours comme tels, me semble-t-il. Il n'est pas utile de les présenter comme l'éternel retour de la bête immonde. La tentation d'extrême droitiser son adversaire est certainement moralement réconfortante pour celui qui s'y livre. Quel plaisir que de se présenter comme celui qui est en lutte contre l'extrême droite qui revient. D'un coup, je deviens résistant. Quelle promotion! Mais le fait est que nous ne sommes pas toujours en train de revivre cela. Et de ce point de vue, la tentation de l'extrême droitisation systématique de tout discours qui porte sur la critique de l'immigration de masse, la critique du multiculturalisme, la défense de l'identité nationale, la défense des frontières, la tentation d'extrême droitiser le désaccord empêche la possibilité même du dialogue public. Parce que lorsqu'on colle l'étiquette d'extrême droite à quelqu'un, il peut arriver que ce soit juste, mais la plupart du temps, c'est simplement une manière de dire « attention, chien méchant ». C'est-à-dire, peu importe ce que cette personne dira, nous ne devons pas l'écouter parce que nous savons à l'avance qu'elle est dangereuse. Je vous arrête une seconde, parce que dans le premier intitulé de cette table ronde, il y avait le mot malpensance, bien-pensance. Oui. Ça vous paraît donc un bon choix? Le terme, il parle, il est évocateur, on peut l'utiliser, mais globalement, en fait, c'est presque un retournement, vous le noterez de ce point de vue. Lorsqu'on traite de bien-pensance, c'est comme le retournement, vous donnez une médaille de vertu, mais on le retourne sur le mode de la moquerie. Donc, la question, me semble-t-il, nous devons savoir dans quelle époque nous vivons. Finkielkraut dirait la seule exactitude consiste à savoir quelle heure est-il. Or, nous ne sommes pas en 1930, me semble-t-il. Deuxième élément, il y a ce qu'on pourrait appeler l'expression sophistiquée de cet argument de disqualification morale de l'adversaire, et ça consiste à pathologiser ou à psychiatriser le désaccord. Vous le noterez, alors on utilise aujourd'hui, il y a une forme d'inflation des mots qui terminent en phobie.
Alors, xénophobie, europhobie, apparemment on est plus souverainiste ou eurosceptique, on est europhobe. On est transphobe si on remet en question l'anthropologie fondée sur la fluidité du genre. On est xénophobe si on est critique du multiculturalisme ou de l'immigration de masse, et ainsi de suite. Donc, des termes en phobie. Or, le propre de la phobie, il faut être sérieux, c'est un terme qui relève de la névrose et de l'obsession maniaque. Si on se retrouve devant quelqu'un qui a une phobie, eh bien, on ne débat pas avec lui, on l'envoie chez son psychiatre, on dit « délivrez-vous de cette tentation mauvaise et revenez nous parler quand vous aurez toute votre raison ». Or, il me semble, et de ce point de vue, j'aime dire quelquefois méchamment que longtemps les progressistes ont cru avoir le monopole du vrai, du bien et du juste, mais réclament aujourd'hui le monopole de la santé mentale. Et je ne leur accorde pas. Et de ce point de vue, nous devons, me semble-t-il, éviter le moins possible, dans le langage médiatique surtout, mais aussi dans le langage politique. Pour parler des phénomènes qui traversent notre époque, on devrait chercher à trouver un vocabulaire qui ne cherche pas, je dirais, moins à décrire qu'à décrier, à catégoriser de manière infamante, et autrement dit, à expulser du champ de la rationalité ceux qui ne pensent pas comme nous. Et dernier élément, avant d'arriver aux éléments plus positifs, disons ça comme ça, il me semble qu'il faut, de ce point de vue, élargir le périmètre de la respectabilité démocratique. C'est-à-dire qu'il faut éviter d'exclure à l'avance du débat public, je ne dis pas des partis en particulier, mais je dirais des courants de pensée qui méritent de se faire entendre. Et il faut éviter, encore une fois, de croire, puis ça, c'est ce que j'appelle, quelle est la forme suprême de l'incivilité du point de vue de nos élites progressistes aujourd'hui, ça consiste à mal voter. Eh bien, il faut accepter cette idée que ceux qui votent pour des partis qui peuvent nous être désagréables par ailleurs pour d'excellentes raisons ne sont pas nécessairement victimes d'un trouble symbolique et se réfugient derrière le seul espace possible. Il se peut qu'ils cherchent simplement une voie d'expression politique pour dire ce qu'ils pensent du monde. Globalement, si on veut répondre à ce qu'on appelle l'insurrection populiste sans tendre la main, ou à tout le moins sans se réfugier, pour reprendre le mot, vers les partis populistes, il faut voir, me semble-t-il, la charge rationnelle qu'il y a dans cette insurrection. Et sur quoi repose-t-elle, à mon avis? C'est un désir de protection, fondamentalement, qui s'exprime à travers ça. Désir de protection identitaire, la volonté de naître dans un monde qui ne soit pas pur mouvement, pur éclatement, pure dispersion, un monde où des repères communs sont disponibles, un monde où dire « nous » ne passe pas pour quelque chose de scandaleux. Un nous inscrit dans l'histoire qui ne se vive pas sous le signe de la pénitence existentielle. On est passé de ce point de vue d'un récit enjolivé du passé de nos sociétés au récit diabolique. Me semble-t-il qu'une conscience historique plus équilibrée n'est pas une idée insensée. Donc, besoin de protection identitaire, besoin de protection politique aussi. Protection politique, j'entends qu'il y a le sentiment d'une dépossession politique très nette, soit par la technocratisation du pouvoir, soit par la confiscation par l'économique, le sentiment que le politique est de plus en plus réduit à une instance gestionnaire. Donc, le désir d'un pouvoir capable d'agir, ça fait partie de la démocratie. C'est ce qu'on oublie quelquefois, me semble-t-il, c'est que la démocratie n'est pas... On dit que la crise de la démocratie est une crise de l'impuissance du politique. Oui, absolument. Et la démocratie libérale, contrairement à ce qu'on croit, n'est pas contradictoire avec le pouvoir. Quand une figure, pour moi, qu'on devrait relire et revisiter, Raymond Aron conjugue son libéralisme sincère avec un patriotisme tragique et une conscience de civilisation. Et me semble-t-il que ces éléments, nous devons les réhabiliter mentalement. Donc, besoin de permanence, besoin de protection, besoin de verticalité aussi. Il ne faut pas, me semble, et il faut éviter, encore une fois, de croire, par exemple, devant l'immigration massive, croire qu'on la critique simplement par repli et frilosité identitaire. Mettez-vous une petite laine, on dirait chez nous, c'est-à-dire l'argument du frileux ne compte pas. Il faut prendre au sérieux cette idée qu'on est en droit de vouloir conserver une certaine cohésion nationale et culturelle et ne pas vivre sous le signe du multiculturalisme obligatoire. Dernier point, il faut éviter, me semble-t-il, de considérer les catégories sociales qui votent pour, à tout le moins qui se tournent vers ce qu'on appelle le populisme, comme ce que j'appelle des catégories sociales résiduelles, c'est-à-dire appartenant à l'ancien monde, crispés, s'attachant exagérément à des vieux symboles, l'amour du drapeau, l'amour de la patrie, l'amour du pays. Donc des catégories sociales déphasées qui se tourneraient vers l'univers symbolique d'hier pour avoir une forme de protection mentale et morale devant ce monde trop froid pour nous. Me semble-t-il que ces catégories, même si elles peuvent quelquefois avoir des difficultés d'adaptation économique, très bien, témoignent d'un désir, je l'aurais dit, de protection,
de stabilité. Et après s'être fait dire pendant 30 ans que l'existence devait être toujours pur mouvement, pur déploiement, pur... je me lève à Hong Kong, je me couche à Moscou, je passe par Montréal, je reviens à Paris. Ben, le désir d'être chez soi et de ne pas se sentir étranger chez soi est un désir légitime, me semble-t-il, qu'on peut réhabiliter. Et de ce point de vue, c'est en répondant de telles aspirations, en évitant de diaboliser les acteurs politiques, qu'on peut répondre à ce que vous appelez le défi populiste. Merci beaucoup, Mathieu Bock-Côté. J'ai vu des réactions et à ma gauche et à ma droite, et je vous donnerai la parole, il nous reste quelques minutes, mais là, évidemment, la politesse nous oblige à finir le panel en écoutant le point de vue de Vincenzo Boccia, qui est donc le président de la Confindustria et qui lui aussi vit en Italie une période assez particulière. D'ailleurs, on ne sait toujours pas, je n'ai pas eu les dernières informations si le gouvernement Conte a été rétabli, s'il y a une majorité 5 étoiles démocrate qui arrive ou s'il va y avoir de nouveaux événements qui peuvent faire penser parfois effectivement aux années 30, mais qui ne sont très inédits. Ce qui s'est passé en Italie, c'est-à-dire cette alliance entre 5 étoiles et la Ligue, entre les nationalistes du Nord et... je ne sais pas comment on doit les définir, mais en tout cas les égalitaristes du Sud, a conduit à une expérience opportuniste d'alliance des extrêmes. Et ça, c'est quelque chose, effectivement, qui a énormément frappé dans la période récente. Comment vous, le patronat italien, l'avez-vous vécu et comment est-ce que vous pensez à la responsabilité du monde de l'entreprise dans cette période turbulente, voire troublée? Grazie per la domanda. 5 minutes. Risposta complessa perché nella prima fase che noi abbiamo vissuto in Italia dell'alleanza tra la Lega e i 5 Stelle c'era un elemento che viene sintetizzato molto bene in questa tavola rotonda e che erano e sono i divari all'interno del Paese, i divari all'esterno del Paese. Questi divari hanno comportato la vittoria di questi due partiti e nel primo anno di governo di questi partiti la loro attenzione è stata prevalentemente, se non esclusivamente, alla questione sociale, che è un fatto importante, che è un fatto di valore, che però prescindeva dalle soluzioni, cioè dalla questione economica. Questo è il punto delicato che poi si è tentato di recuperare da parte loro anche nel rapporto con i cosiddetti corpi intermedi dello Stato. Nella prima fase la critica ai corpi intermedi, alle associazioni degli industriali, dei lavoratori, nella seconda fase un confronto perché evidentemente si comprendeva che la crescita non è un fine, ma è lo strumento e la soluzione per ridurre i divari nel Paese. E però voglio rifarmi un attimo al titolo di questa tavola rotonda, ringraziando Geoffroy per l'invito, il MEDEF, che dimostra come anche nella relazione di Geoffroy oggi il MEDEF sia una delle avanguardie della rappresentanza del mondo delle imprese europee, quindi sono particolarmente lieto di essere qui. Il punto è, anticipato da Monique, che non c'è più un legame diretto tra crescita e democrazia. Ci sono paesi non democratici che crescono e ci sono paesi democratici che non crescono. E questo è il punto. Riusciamo noi, come associazioni, ad aiutare la politica dei nostri governi e d'Europa a recuperare questa liaison determinante tra crescita e democrazia, perché in ballo la sfida è l'idea della società del futuro. Una società chiaramente inclusiva, aperta, una società che dovrebbe uscire, e parlo da parte italiana chiaramente, per quello che abbiamo visto della politica italiana, da quello che abbiamo chiamato il presentismo, le tattiche, il liderismo, è un modo di parlare ai cittadini parlando alla pancia dei cittadini, senza cuore e testa. Ma la politica non è invece forse visione e noi abbiamo bisogno di più politica e non di antipolitica. E una politica di visione significa avere una visione di medio termine, in chiave nazionale, chiaramente europea. Vedete, il primo punto della Costituzione della Repubblica Italiana cita che la Repubblica Italiana, il mio paese, è fondata sul lavoro. Quella Costituzione nasce dal dopoguerra e il lavoro
viene richiamato da un presidente di Confindustria nel dopoguerra che si chiamava Costa, un segretario del più grande sindacato italiano dell'epoca, tuttora lo è, un grande sindacato, il più grande sindacato italiano, che si chiamava all'epoca Di Vittorio. Queste due persone coniarono una frase che era prima le fabbriche e poi le case. Eravamo nella fase della ricostruzione. Perché prima le fabbriche e poi le case? Perché le fabbriche erano il luogo del lavoro e il lavoro era l'elemento fondamentale della coesione del paese, la Repubblica fondata sul lavoro. Allora, o noi ritorniamo a collegare un filo rosso di un grande francese che era Jean Monnet, che diceva i miei obiettivi sono politici, le mie spiegazioni sono economiche. Questo filo rosso si lega al primo articolo della Costituzione del mio paese. E ritorniamo a quei fondamentali, riparlando di lavoro e di coesione, oppure quei divari noi li allargheremo o li allungheremo nei paesi e fuori dai nostri paesi, ed evidentemente la reazione, come dire, politica è quella che stiamo, ai noi, vivendo. Allora, questo aspetto è un aspetto importante perché pone il ruolo dei corpi intermedi in Europa dello Stato, che Geoffroy segnala molto bene nella sua relazione e che non possiamo che non condividere nella famiglia comune di una identità culturale forte, che ci rende tra l'altro orgogliosi. Il punto è che queste associazioni delle imprese, degli imprenditori e degli industriali si sono trasformate in questi anni, oltre che ad essere sindacato di impresa, anche attori sociali. Attori sociali significa essere ponte tra gli interessi delle imprese e l'interesse generale. Quando Geoffroy dice nella sua relazione si è perso la connessione tra crescita e interesse generale, pone una questione di corresponsabilità delle imprese europee, italiane e francesi, a costruire un modello di società che metta le persone al centro e le imprese al centro dell'economia. Questo significa passare dal leaderismo individuale alla leadership collettiva. Questo significa aprire una stagione della corresponsabilità. Questo significa rivendicare l'autonomia dei corpi intermedi, che forse a coloro che invocano la democrazia diretta, come dire, non piace perché le critiche non piacciono, però purtroppo devono abituarsi, perché la democrazia diretta può essere anche un valore, ma devi abituarti al confronto serrato, al dialogo, che è l'anima della democrazia. Questo significa mettere al centro della questione politica lavoro, giovani, infrastrutture. Noi abbiamo avuto un dibattito in Italia sulle infrastrutture, c'è stato un partito molto critico su una grande opera che riguarda la Francia e l'Italia, che noi chiamiamo la TAV, Torino-Lione, che Geoffroy, come dire, mi corregge perché lui dice la Lione-Torino, ognuno la guarda dalla sua parte, ma questo aspetto delle infrastrutture è esso stesso un aspetto di idea di società, perché le infrastrutture collegano territori e quindi includono persone, evidentemente, e quindi una idea riformista europea che parte da una dotazione infrastrutturale, da un'inclusione giovani, dalla centralità del lavoro, dalla competitività delle imprese, nella consapevolezza, lo diceva oggi il ministro Le Maire, che l'Europa è il mercato più ricco del mondo, è il primo importatore al mondo, è il primo esportatore al mondo, e può, come dire, deve comprendere che la sfida è tra Europa e mondo esterno, il che non significa non riformare l'Europa, è uno degli elementi essenziali in cui dobbiamo recuperare quello che Papa Francesco ha chiamato l'umanesimo del capitalismo. Bisogna rimettersi tutti in discussione. Noi dobbiamo essere i protagonisti, come rappresentanti delle imprese italiane, francesi, europee, di essere cittadini europei di nazionalità francese o italiana, le due cose sono compatibili, di essere un modello di capitalismo moderno e non selvaggio, contro quei paesi non democratici che usano il capitalismo selvaggio per fare concorrenza al capitalismo moderno, e aiutare la politica dei singoli paesi a fare un grande salto di qualità, che è quello di non parlare alla pancia e con la pancia, ma parlare con la testa e il cuore, e la pancia dimenticarla a casa propria. Grazie, merci beaucoup de ce témoignage et de ces mots. On a dépassé le temps parce que ça s'écrit en gros, en rouge, plus 3 minutes. Je ne sais pas si on nous autorise, allez, 2-3 minutes quand même pour chacun pour conclure. On ne peut pas conclure un débat comme celui-là parce qu'évidemment, le sujet est grave, mais je pense qu'il y a des propos qui ont été prononcés par les uns, par les autres, peut-être un peu provocateurs, qui peuvent justifier
Et on va commencer peut-être par Géraldine Schwartz. Quelques réactions. Je ne vais pas prolonger le débat au-delà de votre réaction de faire vite. aux uns et aux autres. Voilà. Alors d'abord, David Goodhart, au sujet du populisme comme correctif démocratique. Alors je ne pense pas du tout que ce soit un correctif démocratique. Au contraire, les populistes promettent aux citoyens davantage de démocratie. Mais c'est totalement théorique parce que de manière empirique, on l'a vu en Hongrie, on l'a vu en Pologne et quelque part aussi aux États-Unis, une fois au pouvoir, les populistes s'attaquent en premier aux institutions démocratiques et aux libertés individuelles. Les populistes font, et là je réponds à mon voisin de gauche, les populistes font en fait exactement ce que vous reprochez aux libéraux. C'est-à-dire que les populistes revendiquent le monopole de la représentation d'un vrai peuple. Ils prennent le peuple en otage. Et en réalité, ce monopole de revendication revient à être anti-pluraliste, donc aussi anti-démocratique, c'est-à-dire que tous ceux qui ne font pas partie du nous, il y a le nous et le eux, la division de la société entre le nous et le eux. Le eux perd son statut de citoyen. Voilà. Et quant à la référence à la Seconde Guerre mondiale, puisque bon, c'est un petit peu le travail de mon livre, alors moi j'aimerais bien savoir pourquoi les partis populistes, alors c'est peut-être pas le cas sur le continent américain, mais en tout cas en Europe, les partis populistes se mobilisent avec autant d'énergie contre le travail de mémoire. Je vous cite juste un exemple rapidement. En Allemagne, l'AfD. L'AfD est un parti qui réclame le retournement, le changement à 180 degrés du travail de mémoire en Allemagne. Pourquoi réclame-t-il la fin finalement du travail de mémoire? Parce que le travail de mémoire, justement, en Allemagne, a permis une chose qui ne les arrange pas du tout, c'est-à-dire le discernement du citoyen face aux populistes et la capacité à juger. Je finirai par une petite citation de Fritz Bauer, un procureur qui, dans les années 50, à la fin des années 50, a lutté contre l'impunité dont bénéficiaient les nazis en Allemagne. Et il a dit « Une bonne constitution, de bonnes lois ne servent à rien si la population n'est pas juste, c'est-à-dire si la population n'est pas capable de juger avec et de se forger une opinion fondée, c'est-à-dire une opinion fondée sur des informations et non pas des fake news. » Voilà, merci. Merci. Monique Cantos-Bergberg, 2 minutes aussi peut-être sur cette possible réussite de régimes autoritaires et donc le risque de non-possibilité de retour en arrière finalement. Oui, toutes les contributions ont été vraiment extrêmement riches, beaucoup appris. Cela dit, j'ai quand même quelques remarques. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous. Le dogmatisme libéral et bien pensant est aussi redoutable que le dogmatisme des extrêmes qui repose sur la caricature, sur la radicalisation, sur l'amalgame. Ce sont malheureusement des procédés qui sont utilisés par tous les camps. On réduit l'autre à un épouvantail pour montrer combien on est vertueux et rationnel. Mais cela dit, le seul remède à cela, c'est d'examiner les arguments, justement, de sortir de cette polémique et de voir ce qui est avancé. Et alors là, j'étais très intéressée par les propos de David Goodhart, parce que, en effet, ce qui me paraît être la racine du populisme, c'est, d'une certaine manière, le défaut d'attention aux conditions d'existence particulières des personnes, qui ne se laissent pas ranger dans des catégories très générales. Pour moi, qui suis très investie dans la vie politique d'une petite ville du sud-ouest, je dois dire à quel point, quand on est proche de ce qu'on appelle le terrain, on voit, et du local, comme vous le dites, on voit à quel point ce que peuvent être les ressorts du vote populiste sont à chaque fois très différents. Mais ce qui me frappe dans cette expérience aussi, c'est la diversité des conditions de vie. Il ne faut pas non plus substantialiser en disant il y a les locaux et les enracinés qui votent pour les partis socialistes, pour les partis populistes, tandis que les ouverts sur le monde et les diplômés votent pour d'autres partis. Il est très frappant de voir à quel point il y a des contrastes dans les réactions. Et le plus fort bastion du vote populiste, du moins en France, ce ne sont pas tant les localisés quelque part que
que les transplanter d'une certaine façon, en particulier le vote de la périphérie des grosses agglomérations qui sont d'une certaine manière pas des locaux. Et précisément, on aimerait que ces personnes deviennent des locaux, s'investissent dans la gestion de leurs affaires locales et fassent ainsi une première expérience de ce qu'est la participation politique et donc la liberté politique. Alors le respect sur ces conditions de vie, ces modes d'être par rapport au progrès, à la modernité, qui sont extrêmement différents dans une société complexe, le meilleur remède pour les prendre au sérieux, c'est d'admettre que la société est complètement plurielle, qu'à aucun moment elle ne peut s'homogénéiser dans un peuple avec une prétendue voix que relaieraient les populistes. Et pour reprendre certains points qui ont été évoqués, bien sûr, il est tout à fait légitime, même étant un libéral pur jus, de souhaiter un pouvoir politique efficace qui agisse avec des résultats. Il est tout à fait légitime de vouloir défendre sa culture. Il est tout à fait légitime de revendiquer un sens de l'identité. Qui pourrait faire la moindre objection à cela? Dans une certaine mesure, c'est complètement compatible avec les valeurs du libéralisme politique. Mais lorsqu'on parle des populismes, il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas simplement de la défense des identités et des enracinements. Ça, ce n'est qu'un appât. Il s'agit quand même, quand on la caractérise, le populisme, comme une forme de pouvoir autoritaire, pour finir, de réduire la dimension critique de tout pouvoir, de faire en sorte que la décision politique soit efficace parce qu'elle n'écoute plus les contre-pouvoirs, parce qu'elle n'est plus soumise à la critique des citoyens, et de faire en sorte que l'identité soit une identité défensive pour refuser tout ce qui n'est pas soi. Donc un gouvernement libéral fort, bien sûr, pourquoi pas, c'est même ce qu'appelle l'époque actuelle, me semble-t-il. En revanche, un gouvernement qui réduit au silence les oppositions, qui diminue le contre-pouvoir et qui muselle la presse, ça, en aucun cas, c'est un gouvernement qui puisse se réclamer, quelle que soit son efficacité et même ses succès économiques, qui dureront ce qu'ils dureront, de l'idéal libéral. Et pour finir, parce que le meilleur remède pour les contre... Enfin, encore une fois, je ne veux pas diaboliser les électeurs qui votent pour des partis que je considère comme extrémistes et pour lesquels je ne voterai jamais moi-même. Je suis convaincue, je suis absolument une adhérente inconditionnelle à la liberté individuelle. Mais la liberté individuelle s'exerce sous des bonnes conditions d'information et de délibération libre, avec la possibilité de choisir pour entre une pluralité d'options. Quand ces conditions sont respectées et que les personnes, de manière réitérée, se prononcent en faveur d'un certain parti, je ne vois pas quel démocrate libéral pourra s'y opposer. Mais les conditions doivent être présentes et pour en donner tout le sens de sérieux, la participation politique et la liberté politique est le premier exercice, le meilleur antidote contre des gouvernements extrémistes ou dits populistes, c'est la participation des citoyens, la possibilité pour eux de prendre en charge leurs propres affaires et le développement des autonomies sociales. Merci beaucoup. On va écouter 2 dernières réactions. David, mais vraiment très court, s'il vous plaît. Et ensuite, allez-y, on conclut. Just a quick reply to some of the things that Monique was saying. I invented these labels, the people who see the world from anywhere and the people who see the world from somewhere, but I didn't invent the worldviews that underlie them. They're there in the attitude surveys, certainly in Britain, and I suspect from what I've seen of the attitude surveys here, there's quite a big overlap. Of course, everybody is individual. As an individual is too complicated to fit into any box. But if we didn't have concepts and boxes, we wouldn't be able to speak about society. We have to generalize. Oh, I'm hearing an echo. I'll take that off. Of course, the anywheres, the somewheres, they're all on a spectrum. There are lots of different kinds of anywheres, lots of different kinds of somewheres. There's an in-betweener group, about 25% of the population, that shares the two worldviews almost equally. But the main point I want to make about what Monique was saying earlier was, this stress on liberalism and pluralism. Now, the problem is liberals have not been pluralistic. There has, I described earlier the kind of hegemonic politics of the last 25 years has imposed a set of views and values on our populations, and there are very significant minorities, if not majorities, who simply don't go along with it. And we have not been pluralistic. We have not been pluralistic enough. I mean, just to give you one example, it may not apply here, but in
but in Britain and America. So, you know, the Liberals got gay marriage a few years ago. Well, why didn't the politicians then also give something to the small C Conservatives? There are a lot of them, you know, people who value traditional family life, make it easier for one parent, usually but not always the mother, to stay at home for longer when children are young. You know, why did it not occur to them to do that? It's perfectly possible on some of these areas to actually appeal both to anywheres and to somewheres. Final very quick point, I don't think this is primarily, the political alienation of the last decade or so is not primarily about economic inequality. It's an element of it, and obviously the 2008 financial crisis crystallized a lot of people's hostility to the way our economy was run and depressed wages. But actually, if you look at where populism has been strongest, it's often in countries where inequality has been falling. And if it was economic inequality was the real driver, rather than, I think, essentially cultural and psychological factors, if it was economic inequality, then we would have much more left-wing populism. Now, you do have some left-wing populism in France, it's true, and indeed we have some in Britain with Corbyn, but it is mainly right nationalist populism that we've seen emerging across Europe. And I do think that is partly because we have not, to quote Daniel Bell again, the brilliant American political scientist, he talked about the hidden majorities in our societies. And translating slightly, he basically said, when he was asked for his own political credo, he said, I am a market-friendly social democrat in economics, I'm a liberal in politics, and I'm somewhat conservative in social and cultural matters. And that kind of combination has not been represented by any of the large political parties in any of our countries. And people have been pushing back against that lack of representation, that combination. So it's slightly to the left on economics, but slightly to the right on cultural things. And I think, you know, the anywhere political class is going to have to listen to this complaint, and it's going to have to be more emotionally intelligent than it has been over the last 20 years and absorb into its own politics some of these perfectly legitimate pushbacks against that hegemonic politics. Because if you go for a politics of exclusion, look at what's happening in Sweden. You know, the Sweden Democrats are getting stronger and stronger because they have not been allowed into the system in any way. Thank you, David. Un dernier mot avec vous, Mathieu. Très brièvement, en 25 minutes. Non, en 2 minutes, vraiment. Très brièvement. Alors, la définition du peuple, juste en quelques points. Évidemment que le peuple est pluriel fondamentalement et personne n'a le monopole sur la représentation du peuple, non plus que personne n'a le monopole sur la prétention à défendre la démocratie. Et quand on présente chaque fois une élection comme sauver la démocratie contre la vague brune qui monte, je crois que de ce point de vue, ça relève aussi de la fake news à certains égards. Les arguments, je suis d'accord, vous avez tout à fait raison, il faut argumenter, le débat rationnel fonctionne ainsi. Or, me semble-t-il que la stratégie médiatique de l'étiquetage systématique, l'étiquetage infamante. Donc, Colin, soit faire le jeu de, ou encore faire le jeu du Front National, ou faire le jeu d'autres partis, ou encore coller des étiquettes infamantes du genre phobe, ça ne relève pas pour moi de l'argumentation. Or, j'ai l'impression que c'est sur ce registre que l'on combat aujourd'hui ce que vous appelez le populisme. La démocratie libérale, j'y tiens fondamentalement, je la crois nécessaire et c'est en son nom, personnellement, que je critique très sévèrement le gouvernement des juges. Pour moi, le gouvernement des juges est un détournement de démocratie, c'est une trahison de la démocratie libérale et de ce point de vue, critiquer le gouvernement des juges tel qu'il se déploie aujourd'hui avec une confiscation de la souveraineté alors qu'elle devrait se référer fondamentalement à la souveraineté populaire et démocratique, je pense que critiquer le gouvernement des juges, c'est une tâche démocratique aujourd'hui dans nos sociétés. Et pour vous parler par ailleurs d'un environnement médiatique qui permet d'avoir des décisions informées, je ne suis pas certain par ailleurs, lorsque je regarde les grands médias qui sont les nôtres des deux côtés de l'Atlantique, de toujours être dans un environnement médiatique qui ne fournit pas des fake news. Vous savez, des fake news, il y en a de tous les côtés. Quand on décide de taire systématiquement certains phénomènes ou de les réduire à des faits divers, ou à faire comme si ça n'a pas eu lieu parce que le tueur n'était pas le bon, le criminel n'était pas le bon, de taire certains phénomènes pour ne pas exciter la peur et les populistes, et ainsi de suite. Il se peut qu'il y ait aussi des fake news par dissimulation aujourd'hui, et il se peut que celle-là fasse beaucoup plus mal qu'on ne le pense. Bien, merci beaucoup. Vous avez vu, ce n'était pas un débat en Trump-l'œil. Pardon de ce dernier jeu de mots. Merci à tous, et puis rendez-vous demain pour la suite de l'Université des rencontres des entrepreneurs de France.